On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, une émission entièrement dédiée à une dame qui s'appelle Julie Bisaillon, qui est une native de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a habité Montréal aussi dans la jeune vingtaine pour revenir à Saint-Jean, puis à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. En 2003, diagnostic d'une maladie assez rare au niveau des poumons. 2011, c'est la greffe. On est aujourd'hui en 2015 et elle est devenue la directrice générale de la Fondation des greffés pulmonaires du Québec. Une histoire quand même assez particulière. On n'est pas encore dans la semaine de sensibilisation au don d'organes, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais moment dans l'année pour en parler. Je pense que le don d'organes est toujours d'actualité. Et après avoir écouté l'histoire de Mme Bisaillon, probablement vous allez peut-être signer votre carte derrière le permis ou la carte de la RAMQ, là, si ce n'est pas déjà fait. Restez là. Notre invitée est la directrice générale de la Fondation des greffés pulmonaires du Québec. Elle habite Saint-Paul-l'Île-aux-Noix. Elle est native de Saint-Jean-sur-Richelieu et elle est elle-même greffée du poumon. Il s'agit de Julie Bisaillon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Bon, écoutez, parlez-nous de vous un peu, parlez-nous également de la Fondation. Est-ce que c'est récent que vous soyez à la tête de la Fondation? Tout à fait. En fait, moi, je ne savais pas que j'étais malade avant d'être malade. Donc, je vous le dis tout de suite, j'ai commencé à être malade à 25 ans. Donc, ça a été vraiment une surprise. Ce qui fait que le temps passe, on est de plus en plus malade et je voyais la fin arriver, disons. Et puis, je me suis dit que si j'arrivais à passer à travers tout ça, je voulais faire quelque chose pour aider les autres. Et c'est présenté à moi, finalement, la Fondation des greffés pulmonaires du Québec. Cette fondation-là existe depuis 1996. C'est tenu par des bénévoles, donc au fond, c'est une rotation. Et puis, étant donné que nous, les greffés pulmonaires, l'espérance de vie moyenne, c'est de 5 ans après la greffe, c'est normal qu'il y ait quand même eu une bonne rotation là, au niveau de la direction avec les années. Moi, j'ai repris le flambeau au mois de novembre de 2013 et j'espère pouvoir continuer vraiment longtemps parce que moi, j'ai décidé que j'allais vivre jusqu'à 72 ans, donc j'ai encore le temps de m'occuper. 72, c'est ça le chiffre. Oui, moi, je trouve que c'est raisonnable de viser ça. Ça se trouve être à peu près, comme je dirais, 8 fois là, l'espérance de vie là, qu'on m'a fixée, donc je trouve que c'est raisonnable. Donc, 25 ans, on est en 2011. En fait, quand moins que ça, hein? Moins que ça, oui. Effectivement, on est en 2003. 2003, pardon, ouais. 2003. 2011, ça, c'est le moment de la greffe. Le moment de la greffe, c'est ça. Donc, 25 ans, 2003. Oui. Les premiers symptômes se manifestent? Oui, en fait, moi, je travaillais beaucoup à ce moment-là, donc je ne savais pas là, que j'étais malade. Et puis, je toussais beaucoup et je pensais que je faisais une bronchite, tout simplement. Et puis là, bon, je toussais de plus en plus, essoufflement et tout. Et j'ai toujours eu un surplus de poids à l'âge adulte. À l'époque, je travaillais au musée du Château-Dufresne à Montréal, donc j'avais des escaliers à monter pour me rendre à mon bureau. Et je sentais un essoufflement assez persistant. Donc, j'ai décidé d'aller consulter à la clinique de quartier. Et ce qu'ils ont remarqué après un rayon X, c'est que j'avais fait un pneumothorax. Donc, en fait, l'air avait sorti en dehors de mon poumon, dans la cage thoracique, et avait écrasé mon poumon. Il était complètement affaissé dans ma cage thoracique. Donc, j'ai dû me rendre à l'hôpital pour qu'ils posent un drain, faire sortir l'air et tout. Et par la suite de ça, ça ne se recollait pas. Donc, mon poumon, il restait toujours une partie qui n'était pas recollée et puis ça persistait. Ils ont donc décidé de poursuivre, d'investiguer. Ils m'ont passé un scan. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu des soupçons que j'avais la maladie génétique qui est la sclérose tubereuse de Bourneville complexe. Et ils ont donc poussé l'investigation plus loin et le diagnostic finalement est tombé. C'était confirmé que c'était bien ça. Donc, il s'est écoulé combien de temps entre les premiers symptômes et le diagnostic final? En fait, quelques mois. J'ai été extrêmement chanceuse parce que cette maladie-là est très difficile à diagnostiquer. Donc, souvent, les gens vont être laissés dans le doute. Par biopsie? Ou En fait, c'est un scan parce que ce qu'ils ont remarqué, dans mon cas, c'était facile à diagnostiquer, un scan du cerveau et de l'abdomen qu'ils ont fait en plus du scan des poumons qu'ils avaient testé. Et moi, mon cerveau est mal formé, donc j'ai des lésions qu'ils ont dit incalculables au cerveau. J'avais justement là, des bulles là, au niveau de mes poumons, des masses partout dans l'abdomen, mes reins aussi. C'est comme sont ça mal qu'on formés. réussit à établir Exactement. le Donc, diagnostic. eux autres, pour établir ce type de diagnostic-là, on doit avoir plusieurs des critères qui, mis ensemble, donnent le diagnostic de sclérose tubereuse. Sinon, les gens vont être diagnostiqués au cas par cas selon les symptômes. Dans la famille des maladies pulmonaires qui nécessitent une greffe,
le type de maladie que vous aviez à l'époque, Bien, ça représente quoi, ça, dans la famille des maladies pulmonaires? je dirais que c'est ce qui est considéré comme une MPOC, donc OK. au fond, maladie pulmonaire obstructive chronique. Parce que moi, de la sclérose tubereuse, j'ai la variante qui est la plus rare, qui est la lymphangioléomyomatose, plein de points au Scrabble. Ouais. Donc, cette maladie-là ne touche que les femmes, entre autres. Donc, j'ai comme tiré gagnant à la loterie de la malchance de ce côté-là. Et cette maladie-là, elle est dégénérative. Donc, plus ça va, plus au fond... Dans mon cas, moi, c'était vraiment des bulles. Donc, une bulle se fissure et grandit et tout ça. Et puis, le poumon, il ne reste plus rien pour respirer. Il n'y a plus d'alvéoles. L'origine est génétique? Oui, c'est génétique dans mon cas, moi. Pour les autres personnes qui n'ont que la partie lymphangioléomyomatose, parce que c'est des gens qui n'ont que ça, à ce moment-là, ils ont des doutes, là. Ils pensent que c'est génétique, mais ils sont Donc, pas certains. ce que ça veut dire, c'est qu'à l'âge de 25 ans, Oui. en 2003, vous apprenez donc que vous avez cette maladie Oui. qui est dégénérative. Est-ce que automatiquement, en 2003, on vous dit la solution finale, ça sera la greffe? Pas du tout. En Non? fait, moi, j'ai été perdue dans le système. Wow. Parce qu'au début, les gens, bon, j'allais quand même bien et tout ça, et puis ils ne savaient pas trop. Le premier réflexe qu'ils ont eu quand ils m'ont dit « tu es atteinte de sclérose tubereuse », on m'a dit « on ne sait pas quoi dire parce que les enfants comme toi, dans l'état que tu es, meurent entre 2 et 5 ans d'âge et tu n'es pas morte. » Donc, ils ne savaient pas trop. On me référait à Sainte-Justine. Et là, tout le monde pensait que quelqu'un me suivait et tout, donc ils n'ont pas su trop quoi faire avec moi. Et puis, mes poumons se sont détériorés au point où, en 2004, à l'été, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont fait une première thoracotomie, donc ils ouvrent. Et puis, à ce moment-là, ils attachent les bulles, grattent le poumon pour que ça colle avec la plèvre et que ça cicatrise, pour plus que l'air sorte à l'extérieur, finalement. Donc, j'ai subi cette chirurgie-là en 2004. Et en 2006, j'ai éternué, ça a pété de l'autre côté. On m'a fait la même chirurgie. Donc, j'ai eu 2 thoracotomies. Et suite à ça, bon, j'avais quand même perdu la capacité pulmonaire et c'est moi qui ai parlé, est-ce que je pourrais aller vers la greffe? Et la première chose qui m'a répondu, le pneumologue qui me suivait, il dit, ben non, tu as bien plus de chances de mourir d'une greffe que de continuer comme Donc, ça. plus de chances de mourir d'une greffe Oui. que d'endurer ce que tu as là. Oui, exactement. Puis, ce qui est Ou l'autre donne dommage... que vous avez dit tantôt, c'est ben ça ne vaut pas la peine parce que de toute façon, l'espérance, c'est 2 à 5 ans. Ben, Donc, tu ne te rendras même pas à la greffe. Exactement. C'est à peu près ça qu'on dit, Les là. gens, en fait, même en médecine, je crois que les gens ne s'y connaissent pas beaucoup. Et c'est là, en fait, que le CHUM à Montréal entre en jeu. Ils ont vraiment une expertise là-dedans. Moi, je ne comprenais pas vraiment pourquoi aller au CHUM ou au lieu d'ailleurs, mais ces gens-là sont vraiment spécialisés là-dedans. Donc, moi, je me suis retrouvée à aller au CHUM en 2010 pour me faire enlever la moitié d'un rein parce que j'avais aussi des problèmes avec mes reins. Et j'ai décidé par moi-même d'essayer de me trouver un pneumologue là-bas parce que j'avais lu une étude qui disait qu'un certain médicament pouvait ralentir l'évolution de la maladie sur les poumons et les reins. Et moi, je voulais essayer ce médicament-là, mais étant donné que ce n'était qu'à l'essai, ils ne voulaient pas me le prescrire. Donc, il faudrait que je fasse partie d'une étude. Et étant donné que c'est un hôpital universitaire, je m'étais dit qu'ils pourraient m'aider. Et eux autres, après m'avoir investigué, après avoir évalué mon cas, ils m'ont dit « Non, non, on n'essaie pas ça. Tu t'en vas en greffe pulmonaire. » Mais donc, c'est vos propres démarches Oui, qui ont provoqué, disons, l'hypothèse de la greffe. Là. exactement. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que je vous dis que j'étais un peu Mais là, on est perdue en là-dedans. 2007, là, à peu près. En 2010. On est rendu en 2010, Oui, là. ouais, déjà. Mais de 2003 à 2010, c'était quoi votre qualité de vie? Elle n'était pas très bonne. Puis, j'arrêtais pas de dire à tout bout de champ, je suis essoufflée, je suis fatiguée. Et puis là, on me répondait, ben oui, mais tu as des problèmes pulmonaires, assois-toi, attends que ça passe et tout ça. Mais ma condition pulmonaire, j'étais à 22 de capacité pulmonaire, ce qui est quand même très peu. Normalement, à 30... C'est des pompes, c'est des... Moi, la justement, bonbonne, j'avais non? Je pas sais de pompe, non? j'avais pas d'oxygène. Ils m'ont pas prescrit ça pour une raison que j'ignore. Donc, normalement, à 30 de capacité pulmonaire, on me dit que j'aurais dû être référée au CHUM pour la greffe parce que, vu que c'est dégénératif, l'issue était la même. Et étant donné que c'est plus de 2 ans d'attente pour avoir une greffe, j'aurais déjà dû avoir les démarches d'entamer pour pouvoir aller vers ça. Donc, j'ai été chanceuse à ce niveau-là d'aller au CHUM, puis de poser la question et que le médecin là-bas ait un réflexe rapide de me référer à l'équipe de transplant du CHUM. Et j'ai été évaluée au mois de février, mise sur la liste au mois d'avril de 2011 et greffée au mois de novembre en urgence. Pourquoi en urgence? Parce qu'il me restait moins de 2 mois à vivre. Donc, à ce moment-là, ils m'ont placée sur une liste d'urgence.
De la détérioration. De la détérioration des poumons? Oui, exactement. Mes poumons se détérioraient à une vitesse assez rapide. Au mois d'avril, où j'ai été placée sur la liste d'attente de greffe, j'étais à 16 de capacité. Et au mois de novembre, j'étais à 9. Mais le match avec le donneur était quand même assez complexe dans votre cas, là. Moi, j'étais du groupe B. Donc, je suis du groupe B. Ouais. Ça représente 10 de la population générale. Donc, c'est très peu de gens. Donc, on a moins de donneurs. Ce n'est que 1 de tous les décès qui peuvent devenir donneurs d'organes. Donc, c'est pas tout le monde, même si on signe notre carte, qui peut automatiquement devenir donneur d'organes. Ça prend certaines conditions particulières. Dans le cas des poumons, c'est encore plus particulier parce que c'est un organe qui est extrêmement fragile. Donc, c'est vraiment moins d'heures aussi de possibilités. Au moment de subir la greffe, donc, vous étiez déjà hospitalisé? Non, heureusement. Non, j'étais à la maison, j'étais sous oxygène. Ouais. J'étais à 7 litres d'oxygène au repos, 10 litres à l'effort. J'ai un conjoint fantastique qui prenait soin de moi, ce qui m'a permis de pouvoir rester à la maison. Et là, quand vous avez reçu l'appel? C'était un samedi après-midi vers 4 heures. On s'en souvient, hein? Vous savez, là, c'est quelque chose qui est marquant. Et Dr Ferraro, mon chirurgien, me téléphone et me dit « Comment ça va? » Puis j'ai dit « Ça va pas bien aujourd'hui parce que le 5 novembre de 2011, il faisait très froid. Et le fait qu'il faisait froid dehors m'affectait au niveau de la température, même quand j'étais en dedans, dans la maison. J'avais de la difficulté à respirer et tout ça. Puis ce matin-là, en me levant, je me suis mis, là, après 2 heures de médication et tout, j'ai réalisé là, que j'allais mourir. Donc, quand il m'a téléphoné à 4 heures de l'après-midi, ça allait pas bien. Puis il m'a dit « Écoute, si je te dis que j'ai des poumons pour toi, est-ce que ça irait mieux? » Je dis « Bien oui. » Fait qu'il m'a dit « J'ai un monsieur de 62 ans qui est décédé. Il dit « Est-ce que tu désires avoir ses poumons? » Parce qu'on a toujours le choix. Donc, j'ai dit oui, puis on est parti en ambulance à l'hôpital pour aller à la greffe. Est-ce qu'on a l'impression de voir la mort de proche, là? Parce que visiblement, le cerveau doit se faire aller, on doit y penser. Là, en même temps, on reçoit l'appel. En même temps, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner haut la main. Il y a des risques. Bon, bref, comment vous avez vécu à travers tout ça, cet épisode-là? Moi, j'ai été très zen, je dirais, là-dedans, parce que moi, je m'étais dit, s'il faut que je meure, parce que moi, dans ma tête, je mourrais là. Parce qu'avec le nombre infime de possibilités que j'avais d'avoir un match, je savais que j'avais... Vous étiez faite à l'idée? Oui, je m'étais faite à l'idée que j'allais mourir, donc je me suis dit, je vais avoir du fun jusqu'à la fin. Puis on sortait pareil, mon chum me poussait dans la chaise roulante avec l'oxygène et tout ça dans les magasins. Donc moi, je m'étais dit, si c'est pour arriver, la vie va faire en sorte que ça va arriver. Au moment où j'ai reçu l'appel, c'est un mélange de joie et de grande peine. Dans l'ambulance, je pleurais, mais je pleurais parce que j'avais de la peine pour la famille de mon donneur. Parce qu'eux autres, ils viennent de perdre un être cher, là. Donc, c'est sûr que c'est un beau moment pour moi parce que j'ai une deuxième chance. Puis, on s'entend, une deuxième chance, c'est vraiment un coup de dé, là. Parce que Dr Ferraro, avant de nous greffer, il arrive dans la chambre puis il nous dit « Est-ce que tu es sûr que ça te tente encore? » Parce qu'on a toujours le choix jusqu'à la dernière seconde. Parce qu'il dit « Tu es consciente qu'il y a une possibilité que tu meurs sur ma table. » C'est comme ça. C'est quoi les risques liés dans le cas de la greffe poumon, là? C'était quoi les statistiques de rejet, puis de mourir sur la table? Puis, Les statistiques exactes de rejet, on ne les connaît pas. Moi, je ne les ai pas, en tout cas, là, pour vraiment rejet ou décès sur la table, etc. Je peux vous dire qu'il y en a quand même 13 de gens, par exemple, qui meurent en attendant d'avoir une greffe. Ils ne se rendent pas à greffe, là. Ils ne se rendent pas. Et puis, 13 ça semble peu, parce que dans les dernières années, ça s'est beaucoup amélioré. On est passé de 30 à 13 ce qui est déjà très bien. Mais il reste que c'est le plus fort taux de décès en attente d'un organe pour tous les organes greffables. Oui. Donc, c'est plus que pour les gens qui sont en attente d'un cœur, d'un foie ou autre. Donc, on reste quand même le plus fort taux de décès, mais heureusement, ça s'est beaucoup amélioré. Bon, et visiblement, vous, la greffe était donc en 2011, on est en 2015. Oui. Comment s'est passé les 4 dernières années? Les 3 dernières. Bien, les 3 dernières, oui, parce que c'est la fin au mois de 2011, novembre, oui. Moi, je suis à la fin de l'année. Ça a été fantastique. Oui. Moi, j'ai eu 3 ans au mois de novembre. C'est vraiment une nouvelle vie. Donc, j'ai fêté mes 3 ans. C'est vraiment comme ça qu'on Comment ont été les 3 ans? Fantastique, je dirais, parce qu'on récupère une qualité de vie incroyable. Les premiers temps, je pleurais tout le temps de joie. Au printemps, le premier printemps, je pleurais parce que j'étais certaine de jamais revoir un printemps. Il y a des petits bonheurs, là, comme rouler en auto, la vitre baissée, parce que quand on se déplace, on a une canule à oxygène et puis avec la bonbonne, ça se déclenche à la respiration. Donc, on ne peut pas rouler avec les vitres baissées, sinon ça ne fonctionne pas, on n'est pas capable de respirer. Je devais avoir l'air d'un golden retriever dans la fenêtre de l'auto, là. J'étais toujours avec la tête dehors à regarder. Donc, on est heureux, on profite de tous les petits bonheurs. Et puis, c'est sûr que c'est pas parfait.
c'est vraiment comme une greffe pour une qualité de vie, mais vraiment de survie. Ce n'est pas juste qualité de vie comme quelqu'un qui dit on est en attente d'un rein. On peut quand même survivre grâce, justement, pour le rein avec la dialyse ou autre chose. Mais nous, pour les poumons, si jamais on se ramasse sur la machine qui respire pour nous, on peut faire peut-être une semaine ou deux. Là, vous, c'était les deux? Généralement, maintenant, ils greffent 2 poumons parce qu'ils se sont aperçus que c'est beaucoup mieux. Si la personne attrape un rhume... Parce que vous, les deux étaient finis, là, les deux, c'est ça? Si on arrive là, c'est que c'est 9 c'est le total des deux. Ça, c'est quand ils nous donnent un pourcentage comme ça, c'est vraiment le total des deux, c'est parce que les 2 poumons ne fonctionnent plus. Rarement, maintenant, ils vont greffer un seul poumon parce que si on attrape un rhume, rapidement, ça peut se transformer en pneumonie et donc le total est mieux là, quand on devient au cours des 3 maladie. dernières années, pas d'ennui de santé particulier, pas de rejet, la médication le est rejet, toujours là. j'en ai pas. On s'entend bien, lui et moi. C'est sûr que la médication, c'est tous les jours. Donc, on a les anti-rejets tous les jours, un paquet de pilules, on a un gros sac, on se promène avec ça, mais c'est tellement banal. Mais c'est quoi? Tantôt, je parlais de statistiques. C'est sûr que la vie n'est pas que mathématique, mais une fois greffé, c'est quoi les chances? Est-ce qu'on a assez de recul au niveau de la médecine pour savoir qu'une fois greffé, on peut vivre pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Vous avez dit tantôt que votre objectif, c'était 72 ans. Oui, là. mais là, vous êtes en début de trentaine. Bien, tout à fait. Moi, je disais de faire 40 ans. Au moment où j'ai eu mon diagnostic, on m'a dit « tu passes à la greffe », j'avais 32 ans. Fait que j'ai dit « OK, moi, je vais en faire 40 de plus ». Tu sais, moi, c'était ma vision. Parce que c'est important d'avoir des rêves. C'est ce qui nous aide à nous accrocher. L'espérance de vie moyenne, comme je vous disais, c'est 5 ans. Toutefois, moi, je regarde dans mon entourage, dans les jeunes et tout ça, parce que les jeunes, c'est surtout des fibroses kystiques. Ils font plus, je dirais, une dizaine d'années. Mais rendu à un certain point, la greffe pulmonaire, c'est très récent. C'est depuis les années 80 seulement que la greffe pulmonaire fonctionne. Ils ont essayé dans les années 60, mais les gens mouraient dans la semaine. Donc, on se dit vraiment, depuis les années 80, que ça fonctionne bien. Notre doyenne au Québec, Edith, elle a eu 23 ans de greffe au mois de décembre. Donc, il y en a qui font plus. Quand on dépasse un certain stade, que ça va bien, qu'on fait toujours un petit peu de rejet, là, parce que ce n'est pas à nous l'organe, notre corps ne le reconnaîtra jamais comme étant une partie de nous. Mais quand on dépasse, là, justement, les statistiques, ils ne savent pas vraiment. On peut avoir une durée de vie X. Donc, en Médite, qui a 23 ans de greffe de fait, entre vous et moi, la façon de greffer, la médication, tout ça, ça a beaucoup évolué. Là. Donc, pour vous, c'est comme une renaissance, une deuxième chance de prolonger la vie. Oui. De combien de temps, vous ne le savez pas trop. Exactement. Quand on a frôlé la mort de près et qu'on saisit maintenant la deuxième chance, qui n'est peut-être pas du long terme garanti, là, si on veut, comment on apprivoise cette nouvelle vie-là? Moi, je vous dirais, je suis à l'aise avec ça parce que je m'étais fait à l'idée que j'allais probablement mourir. Donc, moi, la mort, puis en plus, j'ai failli mourir à plusieurs reprises là, dans les autres années avec justement les autres organes, toutes sortes de problématiques que j'ai eues. Donc, à un moment donné, moi, personnellement, bien, c'est pas un problème parce que je me dis, les 3 années que je viens de faire, c'est 3 ans de plus que ce que je m'attendais à pouvoir faire déjà au départ. Donc, c'est du bonbon, là. Peu importe le temps que ça va durer, ça va être parfait. Et la qualité de vie, elle est là aussi. Parce qu'au fond, je n'ai pas le goût de vivre jusqu'à 90 ans, mais d'avoir 4 années à la fin sous respirateur ou tout ça. Donc, c'est la qualité là aussi, et non pas la quantité qu'on Donc, il y a combien de greffés pulmonaires au Québec? On fait combien de greffes par année? Très peu, malheureusement, parce que justement, on manque de donneurs. En ce moment, il y a à peu près, je dirais, 86-87 personnes en attente sur la liste. Et par année, moi, en 2011, on a été 27 greffés. Donc, c'est vraiment une loterie. L'année record de tous les temps, c'est 2013 avec 52 greffes. Et l'année passée, c'est la 2e année record. Donc, on parle de 43 greffés pulmonaires. Au Québec. Au Québec. Uniquement à Montréal. Donc on parle du Québec, mais c'est pas juste le Québec, là, parce que c'est pour le centre qui est à Notre-Dame. Mais Notre-Dame greffe non seulement le Québec, mais tout l'Est du Canada aussi. Parce que le centre autre que Montréal, qui est le plus près, c'est Toronto. Donc, pour les francophones qui viennent du Nouveau-Brunswick ou des provinces maritimes, ils vont venir à Montréal, eux autres aussi. Donc, on a des gens qui sont éparpillés un peu partout. Mais sinon, on couvre vraiment tout le Québec aussi. Donc, la fondation que vous dirigez maintenant, est-ce que c'est une façon de remettre un peu, de redonner un peu de sens à votre travail? De dire,
une forme de reconnaissance Oui. Envers la vie, parce que je ne sais pas quel était votre métier auparavant? Ou, Moi, j'étais l'équivalent un peu de directrice adjointe au Musée du Château-Dufresne à Montréal, dans mon autre vie. Par la suite, j'ai fait plusieurs autres emplois, donc même ici à Saint-Jean, chez Laser Panel, qui est sur Bouvard-Séminaire. Donc, j'étais adjointe administrative, j'ai fait un peu tout. Et moi, j'ai continué de travailler jusqu'à ce que j'atteigne 11 de capacité pulmonaire, parce que j'avais un boss merveilleux qui m'a permis de travailler à partir de la maison. Et ça a aidé justement au niveau du mental aussi, de se concentrer sur autre chose et tout. Donc, c'est ce qui est très important. J'ai essayé de retourner sur le marché du travail normal, mais je ne suis pas capable de faire un très grand nombre d'heures par semaine parce que moi, je m'épuise rapidement. C'est aléatoire d'une personne à une autre. Il y a des gens qui vont travailler après la greffe pulmonaire à temps plein. Il y a des gens qui ne seront jamais capables de retourner sur le marché du travail du tout. Donc, ça dépend de chaque personne, ça dépend de ce qu'on a vécu aussi avant. Mis à part la sensibilisation aux dons d'organes, quelles sont les autres activités de la Fondation? Nous, c'est sûr que, bon, au niveau des greffés, on les aide moralement et financièrement, donc à travers panels de discussion, site Internet, etc., de la documentation, bien évidemment. Mais aussi, cette année, on a une série de conférences qu'on organise au nouveau CHUM à Montréal, le CRC CHUM sur la rue Saint-Denis. Donc, ces conférences-là, on les appelle les conférences inspirantes. Je fais d'ailleurs une de ces conférences-là le 28 mars. C'est à 1h l'après-midi. Et ces conférences-là se veulent inspirantes et motivantes, donc pour inciter les gens à s'accrocher à la vie. C'est ouvert à tous. Donc, quelqu'un qui aurait besoin de se motiver pour une perte de poids ou autre chose va pouvoir aller chercher quelque chose dans ces conférences-là. Donc, on organise ça pour justement montrer aux gens que, regarde, il y a des possibilités. Il y a moi qui fais une conférence, M. Sébastien Sasseville, qui est un diabétique qui vient de finir de traverser le Canada à la course, M. Jean-Marc Chaput, également, qui est un conférencier international, Mme Marisol Saint-Onge, qui, elle, a écrit un livre, elle est passée à Tout le monde en parle. Elle a attrapé la bactérie mangeuse de chair et du jour au lendemain a été amputée des 4 membres. Et M. Sylvain Bédard, qui est un greffier cardiaque, qui a été le seul greffier cardiaque canadien, en fait, à monter le Mont Blanc en France. Donc, c'est tous des gens qui ont des belles expériences de vie à raconter. Et donc, c'est 20 par personne. Ça inclut un petit goûter. Après, les gens vont pouvoir justement avoir accès à ces gens-là et leur parler directement aussi. Donc, c'est le genre d'activité que nous, on fait. Ça permet aux gens en attente de greffe et aux greffés de se rencontrer. On fait également des cafés-rencontres entre greffés et gens en attente de greffe. Et toutes les personnes qui souffrent de maladies pulmonaires, MPOC ou autres, sont les bienvenues. Parce que parfois, même si on ne s'en va pas directement vers la greffe pulmonaire, juste le fait de rencontrer d'autres personnes qui sont sous oxygène, qui vivent le même genre de problématiques et tout ça, ça fait du bien parce qu'il y a un isolement qui se fait. Plus on est malade, plus on a de la difficulté à sortir de la maison. Donc, souvent, les gens sont pris chez eux, sont tout seuls. Donc, le panel de discussion pour quelqu'un qui est à la maison sous oxygène et qui se sent tout seul, c'est bon parce qu'il y a toujours quelqu'un dessus. On a des gens de la France aussi, donc à toute heure du jour, il y a des gens qui sont là pour eux. Bon, là, donc, vous êtes greffé depuis 2011, vous vous occupez de la Fondation. Vous dites, bon, vous vous fatiguez un peu plus rapidement, quoi que vous me parlez. Vous semblez pas du tout essoufflé. Vous semblez en... Je ne suis pas essoufflée, ça c'est sûr. Là, maintenant, votre vie, c'est quoi? Avez-vous des enfants? Voulez-vous des enfants? Pouvez-vous avoir des enfants? J'aurais aimé avoir des enfants. Étant donné ma condition génétique, les enfants auraient premièrement eu une chance sur 2 d'avoir la même maladie que moi. Et quand c'est un cas lourd, souvent les décès sont en bas âge. Donc, c'est un pensez-y bien. Et j'ai passé les tests pour essayer de trouver l'ADN qui était dysfonctionnel. Et on ne l'a pas trouvé chez moi. Donc, ils ne peuvent pas tester mes parents. Donc, je ne sais pas si je suis le premier mutant de la famille ou non. Mais si j'aurais su que mon enfant pourrait être malade, j'aurais pu envisager. Mais étant donné ma condition de santé, j'ai fait des hémorragies internes, je suis greffée et tout ça, c'est un pensez-y bien. J'ai décidé de ne pas avoir d'enfant parce qu'il faudrait arrêter les anti-rejets. Donc, je risquerais de perdre mon greffon, là. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, je respecte le choix. Mais moi, j'ai décidé que ça ne serait pas une bonne idée d'avoir mon propre enfant et puis de mourir par la suite. Il reste toujours la possibilité d'adopter. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on met complètement de côté, mais ça va être à voir parce que ça prend des sous et tout ça. Donc, financièrement, c'est sûr qu'avec la médication, moi-même, ça me coûte très cher. Beaucoup de rendez-vous à l'hôpital. Puis, entre autres, on aide beaucoup les gens au niveau financier pour ça. Parce que quand on va à l'hôpital Notre-Dame, le stationnement, c'est 21 là, pour 1 heure. Non, ça va vite. Ça va vite. Donc, c'est pour ça qu'on est là avec la Fondation. J'ai décidé de m'investir à ce niveau-là pour aider
les gens, finalement, d'aider mes pairs là, à pouvoir passer à travers ça. Parce que quand moi, j'ai été en attente de greffe, j'avais pas accès à ça. J'avais pas accès à des greffés. J'ai jamais rencontré vraiment de greffés avant d'avoir ma greffe. J'en ai croisé un par hasard. Donc, ça fait du bien de voir ces gens-là et de pouvoir parler avec eux. Il nous reste 20 secondes. Si vous aviez un message à passer à l'égard du don d'organes, signez votre carte, s'il vous plaît. Moi, j'aime beaucoup la famille de mon donneur. Je les ai jamais vus, mais je les aime. Et puis, on est très reconnaissants là, aux gens qui le font. Madame Bisaillon, merci beaucoup. Merci Bonne à vous. chance. Longue vie. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Fin janvier, début février, c'est la semaine de prévention du suicide. Ici, on a le CPS, le Centre de prévention du Haut-Richelieu. Vous avez les coordonnées à l'écran. Il y a toujours la ligne 24-7 au 348-6300. À chaque semaine, on vous présente des extraits de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, des extraits du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. L'émission se retrouve également sur le site Internet. N'oubliez pas le Télé-Bingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires sur le territoire où l'on diffuse. Vous pouvez acheter vos livrets. Allez sur le site Internet ou vous téléphonez ici à la télé pour avoir la liste. Voici les coordonnées de la télévision du Haut-Richelieu. Donc, pour me joindre directement et toujours plus facilement par courriel, Éric Latour à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet. Vous pouvez nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Et n'oubliez pas qu'ériclatour.com est diffusé tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit et en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.